Ce fut un mardi soir pluvieux à Kiel, quand Isolde Eisel prit la décision fatidique qui allait changer sa vie pour toujours. Le ciel ouvrit ses vannes alors qu'elle regardait par la fenêtre de son école de danse et remarqua un homme trempé qui faisait désespérément signe à un taxi. Sans hésitation, elle lui offrit de le conduire, un geste spontané de gentillesse. Ce qu'elle ne savait pas, le bel inconnu aux yeux bleus perçants était Klaus Glaser, héritier d'un empire de stations-service, et bientôt il frapperait à sa porte avec un secret qui ébranlerait son monde. « Merci pour le sauvetage », dit-il, avec un sourire charmant en montant dans sa vieille Volkswagen, secouant les gouttes de pluie de sa veste coûteuse. « Je suis Klaus. Isolde, répondit-elle brièvement en démarrant le moteur. « Où puis-je vous emmener ?»« À la promenade, du front de mer, si ce n'est pas trop un détour. » Le trajet se déroula principalement en silence, interrompu seulement par le rythme régulier des essuie-glaces et le doux crépitement de la pluie sur le toit de la voiture. Isolde remarqua comment il l'étudiait de temps en temps du coin de l'œil, mais elle se concentrait sur la route brillante et mouillée devant eux. Quand elle le déposa finalement, il la remercia poliment et disparut dans la pluie battante, sans qu'elle s'attende à le revoir un jour. Les jours suivants passèrent comme d'habitude. Isolde se consacra à son magasin de jouets, Kinder Wunder, et qui connaissait un véritable engouement avec la nouvelle collection de poupées Reborn pour bébés et animaux domestiques. Sa mère Greta la soutenait activement dans l'entreprise pendant qu'elle-même préparait les examens finaux de ses études en administration des affaires. « Tu devrais sortir plus, ma chérie », la réprimanda sa mère en arrangeant une rangée de peluches duveteuses. « Tu travailles trop. Ton père et moi nous inquiétons. » Isolde soupira. « Yud maman, je n'ai pas de temps pour les rendez-vous. Le magasin marche bien et je ne veux pas négliger mes études. » Dans son appartement modeste du quartier de classe moyenne de Kiel-Garden, Isolde vivait avec ses parents et sa sœur cadette, Frida. Son père, Herbert, un fonctionnaire retraité, travaillait encore comme comptable dans une station-service pour compléter le revenu familial. Son frère Victor, un pompier de haut rang, vivait avec sa famille dans une autre ville et ne les visitait que rarement. Le jeudi soir, Isolde assista à son cours de danse hebdomadaire dans l'ancienne mairie, l'une des rares activités de loisirs auxquelles se permettait. Elle aimait danser, le sentiment de liberté et l'opportunité d'échapper au stress quotidien pendant un moment. Quand elle entra dans la salle, elle fut surprise de voir que son partenaire de danse habituel était absent. « Désolé d'être en retard », dit une voix familière derrière elle, qu'elle reconnut immédiatement. « Mon nom est Klaus Glaser, je suis nouveau ici. » Isolde se retourna et regarda directement dans les yeux bleus brillants de l'homme à qui elle avait donné une course quelques jours auparavant. Il semblait aussi surpris qu'elle. « Vous ?» demanda-t-il incrédule, un sourire se répandant sur son visage. La sauveuse sous la pluie. Avant qu'elle puisse répondre, leur professeur de danse, Madame Schmidt, frappa dans ses mains et annonça « Aujourd'hui, nous allons former de nouveaux couples. Le hasard décide. Le destin ou le système d'attribution des partenaires. » De Madame Schmidt réunit Isolde et Klaus. Quand sa main toucha la sienne, un choc électrique inattendu la traversa. Elle n'avait jamais dansé la valse avec quelqu'un qui possédait une telle grâce naturelle et une telle présence. « Vous dansez merveilleusement », remarqua-t-il alors qu'il tournait sur la musique. « Seulement parce que vous menez ?» répliqua-t-elle, essayant de cacher sa nervosité. Après la leçon, alors qu'elle rangeait ses chaussures de danse, Klaus apparut à ses côtés. « Puis-je vous inviter à prendre un café, en remerciement pour le sauvetage de l'autre jour ?» Isolde hésita. Il y avait quelque chose chez cet homme qui l'attirait et l'inquiétait à la fois. Il semblait si sûr de lui, si différent des gens, de son environnement habituel. Finalement, elle hocha la tête. Dans le café confortable, Meerblick, en face de l'école de danse, elle en apprit davantage sur lui. Klaus était sur le point de terminer son diplôme en ingénierie pétrolière et travaillait déjà dans l'entreprise familiale de son père, une corporation de stations-service nationale.
Il développait actuellement des plans pour des installations de ports secs dans les principaux ports du pays. « Et que faites-vous professionnellement » demanda-t-il avec intérêt. « Je tiens un magasin de jouets et j'étudie l'administration des affaires à côté, » répondit-elle, soudain gênée face à ses projets de carrière impressionnants. Un magasin de jouets. Ses yeux s'illuminèrent. Mes nièces adoreraient ça. Ce sont des filles assez intelligentes, toujours à la recherche de quelque chose de nouveau. La conversation coulait étonnamment facilement, et Isolde se surprit à rire de ses anecdotes sur sa vie familiale. Il lui parla de son frère aîné, qui gérait les finances et les affaires de personnel de l'entreprise familiale, de sa nièce qui étudiait la robotique et vivait avec ses parents, et de Hulk, son setteur irlandais bien-aimé. « J'aime la mer », avoua Klaus. « Le surf, le kitesurf, la voile, tout ce qui a à voir avec l'eau. Moi aussi, » répondit Isolde avec surprise. « Je fais du surf chaque fois que je peux. » Alors que la soirée touchait à sa fin, Klaus hésita. « Aimeriez-vous peut-être faire de la voile avec moi samedi ? Je suis membre du Yacht Club de Kiel. » Avant qu'elle puisse répondre, son téléphone vibra. Klaus y jeta un coup d'œil et fronça les sourcils. « Je suis désolé, je dois partir. Une urgence familiale. » Il nota rapidement son numéro sur une serviette. « Réfléchissez-y. » Avec ces mots, il s'empressa de partir, laissant derrière lui une Isolde confuse, qui ne savait pas si elle devait se lancer dans cette aventure inattendue. Ce qu'Isolde ne soupçonnait pas. Klaus la connaissait déjà avant leur rencontre par hasard sous la pluie, et son apparition soudaine dans sa vie était tout sauf un hasard. Il portait avec lui un secret qui reliait leurs deux familles d'une manière inattendue. Un secret qui allait bientôt remonter à la surface. Le lendemain matin, Isolde se réveilla avec un sentiment inhabituel d'anticipation. La rencontre avec Klaus avait déclenché quelque chose en elle, une curiosité longtemps oubliée pour l'inconnu. Elle regarda la serviette avec son numéro de téléphone qu'elle avait soigneusement placé sur sa table de nuit et se demanda si elle devait l'appeler. « Tu as l'air différente aujourd'hui », remarqua sa sœur Frida au petit-déjeuner. « As-tu rencontré quelqu'un » Isolde rougit légèrement. « Non, non, je suis juste bien reposée. » Frida sourit d'un air entendu mais n'insista pas. Quand Isolde arriva à son magasin, elle fut surprise de trouver un grand bouquet de fleurs sauvages sur le comptoir. Sa mère, qui servait déjà les premiers clients, lui fit un clin d'œil. « Un jeune homme très charmant les a apportés ce matin, » expliqua-t-elle avec un sourire espiègle. Il ne s'est pas présenté, mais il portait un costume coûteux et a demandé si tu travaillais ici. Le cœur d'Isolde fit un bond quand elle lut la carte jointe. Merci pour la danse et la conversation. L'invitation à la voile tient toujours. Klaus. Toute la journée, elle ne put s'empêcher de penser à lui. Que voulait-il vraiment d'elle? Pourquoi quelqu'un comme lui, riche, beau, d'une famille influente, s'intéressait-il à une simple propriétaire de magasin comme elle? Après la fermeture du magasin, Isolde rassembla son courage et composa son numéro. Il répondit après la première sonnerie, comme s'il avait attendu près du téléphone. « Isolde » dit-il avec une chaleur dans la voix qu'elle pouvait sentir à travers le téléphone. « J'espérais que tu appellerais. »« Les fleurs sont magnifiques, » répondit-elle. « Mais tu n'aurais pas dû. »« Je le voulais, » l'interrompit-il doucement. « Alors, que penses-tu de la voile? Demain, le temps devrait être parfait. » Avant qu'elle puisse reconsidérer, Isolde s'entendit accepter. Ils convinrent de se rencontrer le lendemain matin au Yacht Club de Kiel. Quand elle raccrocha, elle remarqua sa mère qui l'observait de la porte de la cuisine. « Qui était-ce » demanda-t-elle curieusement. « Juste un ami » répondit Isolde, évasivement. Sa mère s'assit avec elle à la table de cuisine. « Ma chérie, je connais ce regard. Sois prudente, oui. Tous les princes sur un cheval blanc ne sont pas bien intentionnés. Il n'est pas un prince, maman, juste quelqu'un que je commence à connaître. » Mais cette nuit-là, Isolde put à peine dormir. Elle pensait à Klaus, à son sourire, à la façon dont il l'avait menée en dansant, confiant mais respectueux.
Elle pensait aux différences entre eux. Ils vivaient dans un monde de luxe et de privilèges, tandis qu'elle devait compter chaque euro 2 fois. Comment quelque chose pourrait-il sortir de cela? Le samedi matin salua Kiel avec un soleil brillant. Isolde choisit soigneusement ses vêtements, pratiques pour la voile, mais toujours flatteurs. Quand elle arriva au yacht club, Klaus l'attendait, déjà nonchalamment appuyé contre sa voiture, une Audi blanc neige. « Tu es venu », dit-il avec un sourire qui atteignait ses yeux. « Je tiens mes promesses », répliqua-t-elle. Le yacht club de Kiel était un endroit qu'Isolde n'avait vu que de l'extérieur auparavant. Les voiliers élégants, les voitures chères, dans le parking, les gens bien habillés, tout cela appartenait à un monde qui lui était étranger. Mais Klaus la guida à travers le club avec une telle naturalité, la présenta à divers membres et la traita comme si elle appartenait à cet endroit qu'elle se détendit bientôt. Son bateau, le Windgeist, était un yacht à voile impressionnant, plus petit que certains des navires ostentatoires du port, mais élégant et visiblement bien entretenu. « Mon père voulait même acheter un plus grand », expliqua Klaus, en l'aidant à monter à bord. « Mais j'aimais ce bateau. Je l'ai restauré moi-même, chaque centimètre. » Isolde fut surprise. « Tu as fait cela toi-même » Il hocha la tête avec fierté. « Mes mains ne sont pas trop délicates pour le travail dur, même si mon frère le prétend parfois. » En mer, un autre côté de Klaus se révéla. Ici, il était dans son élément, compétent et concentré. Il expliqua patiemment les bases, de la voile à Isolde, la laissa prendre la barre et rit de bon cœur quand elle faillit causer un changement de cap brutal. Ils naviguèrent le long de la côte, passant devant les falaises rouges caractéristiques et les collines vertes qui tombaient dans la mer. Dans une baie isolée, ils jetèrent l'ancre et Klaus sortit un panier de pique-nique. « Tu as pensé à tout » s'émerveilla Isolde alors qu'il déballait une bouteille de vin blanc, du pain frais, du fromage local et divers antipastis. « J'aime être préparé », répondit-il avec un sourire sournois. Ils mangèrent et parlèrent, et Isolde en apprit davantage sur sa vie. À propos de sa gouvernante allemande stricte mais aimante Martha qui travaillait pour la famille depuis son enfance. À propos de son père, le PDG de l'entreprise familiale, et sa mère, une juge retraitée qui était devenue présidente de tribunal. « Ils attendent beaucoup de moi », admit Klaus en faisant tourbillonner son vin pensivement. Le fils cadet qui doit prouver qu'il est aussi capable que son frère. « Et l'es-tu » demanda Isolde directement. Klaus rit de surprise. « C'est une question que personne ne m'a jamais posée. La plupart des gens supposent que j'essaie soit de surpasser mon frère, soit que je suis un fils à maman gâtée qui ne peut rien faire de bien. Et quelle est la vérité ?» Il la regarda longuement. « La vérité est que je veux trouver ma propre voie. Parfois, l'héritage familial ressemble plus à un fardeau qu'à un privilège. » Isolde hocha la tête avec compréhension. « Je connais ce sentiment, juste différemment. Mes parents ont travaillé dur toute leur vie pour que je puisse étudier. Cette responsabilité pèse parfois lourd. » Le soleil commença à se coucher lentement, alors qu'ils décidèrent de rentrer. Sur le chemin du retour au port, ils s'assirent, silencieusement l'un à côté de l'autre, les épaules se touchant, tous deux perdus dans leurs pensées. Quand ils accostèrent au quai, Klaus l'aida à descendre du bateau. Sa main tint la sienne un moment plus longtemps que nécessaire, et dans ses yeux, elle vit quelque chose qui fit battre son cœur plus vite. « Merci pour aujourd'hui », dit-elle, doucement. « Isolde », commença-t-il puis hésita. Un conflit intérieur semblait faire rage en lui. Finalement, il secoua légèrement la tête. « Rien, je vais te ramener chez toi. » Sur le trajet vers son appartement, Klaus était inhabituellement silencieux. Quand il se gara devant son immeuble, il se tourna vers elle. « Je dois te confesser quelque chose, » dit-il avec une expression sérieuse. Notre rencontre sous la pluie n'était pas un hasard. Isolde sentit son estomac se serrer. « Que veux-tu dire par là ?»
Il ouvrit la bouche pour répondre quand son téléphone sonna à nouveau. Avec un soupir frustré, il regarda l'écran. « Ceste, mon père, je dois répondre. » Il prit l'appel, parla brièvement et termina la conversation avec un regard inquiet. « Je suis désolé, il y a une urgence dans une de nos installations. Je dois partir immédiatement. » Il hésita. « Mais nous devons parler. Bientôt. C'est important. » Avant qu'elle puisse réagir, il se pencha en avant et l'embrassa doucement sur la joue. « Prends soin de toi, Isolde. » Avec ces mots cryptiques et le baiser fugace, il la laissa derrière lui, confuse et avec un sentiment désagréable dans l'estomac. Qu'avait-il voulu lui dire? Et pourquoi avait-il affirmé que leur première rencontre n'était pas un hasard? Quand elle arriva à son appartement, elle trouva sa famille en train de dîner. Son père leva les yeux de son journal et la regarda avec une expression inhabituellement sérieuse. « Où étais-tu toute la journée, Isolde ?» demanda-t-il d'un ton qu'elle n'avait pas entendu depuis sa jeunesse. « En train de faire de la voile avec un ami », répondit-elle, surprise par son intensité. Son père et sa mère échangèrent des regards troublants. « Avec qui exactement ?» s'enquit sa mère. « Il s'appelle Klaus, Klaus Glaser. » Pourquoi? Le visage de son père devint pâle. Glaser? Des stations-service Glaser? Isolde hocha lentement la tête, un sentiment désagréable se répandant en elle. Oui, je crois que sa famille possède une chaîne de stations-service. Comment le sais-tu? Herbert Eisele mit de côté son journal et soupira profondément. Isolde, assieds-toi. Il y a quelque chose que nous aurions dû te dire il y a longtemps. À ce moment, Isolde pressentit que le secret dont Klaus avait parlé était plus grand qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer, et qu'il reliait leurs deux familles d'une manière qui changerait sa vie pour toujours. Les mots de son père résonnèrent dans les oreilles d'Isolde alors qu'elle essayait de saisir l'inconcevable. La famille Glaser et notre famille ont une histoire compliquée, commença Herbert Eisele, sa voix inhabituellement silencieuse et tendue. L'histoire qui suivit ressemblait à quelque chose tiré d'un roman. Il y a 30 ans, Herbert Eisele et Maximilian Glaser, le père de Klaus, avaient été partenaires d'affaires. Ensemble, ils avaient posé les fondations de l'empire de stations-service d'aujourd'hui. Mais ensuite vinrent les désaccords, les accusations de détournement de fonds, et finalement un conflit juridique amer qui se termina devant les tribunaux. La femme de Maximilien, Hélène, était juge à l'époque, expliqua son père amèrement. Elle a utilisé son influence. J'aille tout perdu, ma part dans l'entreprise, presque toute notre richesse. Sa mère, qui avait été silencieuse jusqu'alors, posa sa main sur le bras d'Herbert. C'était une période difficile. Nous avons dû tout recommencer à zéro pendant que les Glaser devenaient de plus en plus riches. Isolde s'effondra sur une chaise de cuisine, la tête qui tournait. « Mais pourquoi ne me l'avez-vous jamais dit? Nous ne voulions pas te charger avec de vieilles rancunes, » répondit sa mère doucement. « Ce qui s'est passé appartient au passé. » Isolde pensa à Klaus, à ses yeux chaleureux, son sourire honnête. Pouvait-il vraiment être le fils d'un homme qui avait si trahi sa famille? Et plus important encore, l'avait-il délibérément recherché, sachant qui elle était? Les jours suivants passèrent comme dans un brouillard. Klaus essaya plusieurs fois de la joindre, mais Isolde ignora ses appels et ses messages. Elle avait besoin de temps pour réfléchir, pour trier ses sentiments. Le mercredi, juste au moment où elle s'apprêtait à fermer son magasin, la sonnette de la porte retentit. Elle leva les yeux et vit Klaus debout dans l'entrée. Un Klaus trempé par la pluie avec une expression déterminée sur son visage. « Je dois te parler, » dit-il sans préambule. « S'il te plaît, 5 minutes. » Isolde hésita, puis hocha la tête à contre-cœur. Elle le mena au petit bureau derrière l'espace de vente et ferma la porte. « Tu le savais, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle directement. « Et tu savais qui je suis, qui est mon père ?» Klaus hocha lentement la tête. « Oui, je le savais, mais ce n'est pas ce que tu penses. Explique-moi, » exigea-t-elle, les bras croisés sur la poitrine. Klaus passa sa main dans ses cheveux, mouillés. « Je n'ai appris que récemment ce qui s'était passé à l'époque.
Mon père est à l'hôpital, un accident vasculaire cérébral. Quand j'organisais ses affaires, j'ai trouvé de vieux documents, des preuves qui innocentent ton père. » Isolde le fixa, incrédule. « Quel genre de preuves? Des lettres, des rapports financiers. Ils montrent que mon père, qu'il a effectivement trahi ton père. Le vrai coupable était un comptable nommé Werner Fischer qui avait créé de faux documents. Mon père l'a découvert, mais au lieu de révéler la vérité, il a exploité la situation pour pousser ton père hors de l'entreprise. » Isolde se leva, ses jambes tremblant. « Pourquoi me dis-tu cela maintenant? Après toutes ces années ?» Klaus se leva aussi et fit un pas vers elle. « Parce que c'est juste, parce que je voulais te connaître avant de te dire la vérité. Je voulais savoir quel genre de personne tu es. Et c'est pour cela que tu m'as tendu une embuscade sous la pluie. Tu t'es infiltré dans mon cours de danse. » Sa voix tremblait, de colère et de confusion. « Non, la chose de la pluie était vraiment un hasard. Je t'observais depuis un moment, oui, mais je ne savais pas comment t'approcher. Quand tu t'es arrêté pour m'aider, cela semblait être un signe. » Il fit une pause. « Le cours de danse était planifié, je l'admets. Je savais que tu y serais. » Isolde secoua la tête, les larmes montant aux yeux. « Tu as joué avec moi, avec mes sentiments. » »« Non, Isolde. » Il essaya de prendre sa main, mais elle la retira. « Ce qui s'est passé entre nous, la journée sur le bateau, nos conversations, c'était réel. Je suis tombé amoureux de toi, malgré tout ce qui se dresse entre nos familles. » Elle rit amèrement. « Amoureux? Tu me connais à peine ?»« Jen sait assez, » insista-t-il. « Je connais ton rire, ta passion pour ton magasin, ton amour de la mer. Je sais que tu vas à l'église tous les dimanches, que tu fais du vélo et que tu aimes regarder des films. Je sais que tu es loyale, gentille, intelligente. »« M'as-tu espionné ?» demanda-t-elle horrifiée. Klaus avala difficilement. « Je voulais savoir qui était la fille de l'homme que mon père avait tant lésé. Mais plus j'apprenais sur toi, plus je voulais vraiment te connaître. » Un silence inconfortable se répandit entre eux. Dehors, la pluie tambourinait contre les fenêtres, une bande sonore appropriée pour la tempête d'émotions à l'intérieur d'Isolde. « Je veux te montrer quelque chose, » dit finalement Klaus en sortant une enveloppe de la poche de sa veste. « Ce sont des copies des documents que j'ai trouvés. Aussi un chèque, pour la valeur de la part originale de ton père dans l'entreprise. Plus les intérêts pour toutes ces années. » Isolde fixa l'enveloppe, incapable de la prendre. « Penses-tu que l'argent peut réparer cela? 30 ans de privation, l'humiliation de mon père? »« Non, » répondit Klaus doucement. « Mais c'est un commencement, un signe de mon intention de réparer les choses. » Son regard rencontra le sien, et pendant un moment, elle vit les remords sincères dans ses yeux, le désir honnête de corriger les erreurs de son père. Mais la douleur et le sentiment de trahison étaient trop frais. « J'ai besoin de temps. Klaus, s'il te plaît, pars maintenant. » Il hocha lentement la tête, posa l'enveloppe sur le bureau et se tourna vers la porte. « Je t'attendrai, Isolde, aussi longtemps que nécessaire. » Quand il fut parti, Isolde ouvrit l'enveloppe avec des mains tremblantes. Les documents confirmaient tout ce que Klaus avait dit, et le chèque, la somme, lui coupa le souffle. C'était assez d'argent pour éliminer tous les soucis financiers de sa famille pour toujours. Ce soir-là, Isolde montra les documents à son père. Herbert Eisele pleura quand il vit les preuves qui l'innocentaient, finalement, après toutes ces années. C'était comme si un lourd fardeau était enlevé de ses épaules. « Que vas-tu faire maintenant ?» demanda-t-il à sa fille. Isolde ne savait pas. Son cœur était déchiré entre la loyauté envers sa famille et les sentiments qu'elle avait développés pour Klaus. Pouvait-elle lui pardonner de lui avoir menti? Pouvait-elle entamer une relation avec le fils de l'homme qui avait ruiné son père? Cette nuit-là, Isolde pria avec ferveur dans sa petite chapelle domestique pour avoir des conseils. En tant que chrétienne dévote, elle avait appris que le pardon était une partie centrale de sa foi. Mais le pardon ne signifiait pas qu'il fallait oublier. Cela signifiait avancer malgré la douleur. Le lendemain matin, elle prit une décision. Elle rencontrerait Klaus, l'écouterait.
pas pour ses excuses, mais pour elle-même, pour comprendre si ce qu'elle ressentait pour lui était assez fort pour surmonter les ombres du passé. Elle l'appela et arrangea de le rencontrer le dimanche, suivant après le service religieux dans le parc de la ville, un endroit neutre où ils pourraient parler en paix. Quand le dimanche arriva, Isolde était plus nerveuse que jamais. Après le service religieux, elle marcha lentement vers le point de rencontre convenu. Klaus attendait déjà sur un banc du parc, son visage sérieux et tendu. Quand il la vit, il se leva, incertain de comment la saluer. « Merci d'être venu, » dit-il doucement. Ils s'assirent l'un à côté de l'autre sur le banc, une distance respectueuse entre eux. Le parc était plein de familles, profitant de la journée de printemps ensoleillée, d'enfants qui riaient et jouaient. La vie normale continuait pendant que leurs deux mondes étaient en bouleversement. Jai, beaucoup réfléchi, commença. Isolde, à toi, à nous, au passé. Klaus hocha la tête, lui donnant le temps de parler. Ce que ton père a fait à mon père était mal, continua-t-elle. Cela a façonné notre famille pendant des décennies. Mais elle prit une profonde respiration. Tu n'es pas ton père. Non, je ne le suis pas, convint-il, le soulagement dans sa voix. Mais je suis son fils et je porte une responsabilité de remettre les choses en ordre. Isolde se tourna vers lui. Pourquoi? Pourquoi est-ce si important pour toi? Klaus resta silencieux un moment, cherchant les bons mots. Quand j'aille découvert la vérité, j'étais brisé. Tout ce que je pensais savoir sur mon père a été remis en question. Le succès de notre famille, notre richesse, tout cela était basé sur un mensonge, sur la souffrance de ta famille. Il passa sa main dans ses cheveux, un geste qu'Isolde avait déjà reconnu comme un signe de sa nervosité. Et puis j'ai appris à te connaître, d'abord de loin, puis personnellement. Tu étais si vraie, si différente des gens de mon monde. J'avais toutes les raisons d'être amère, mais tu étais gentille, généreuse, pleine de vie. Leurs yeux se rencontrèrent, et Isolde sentit un battement familier dans sa poitrine. « Je ne peux pas changer ce que mon père a fait, » dit Klaus, « mais je peux essayer de réparer une partie des dégâts. Ton père mérite la justice, et si le chèque et les documents peuvent y contribuer, alors ce n'est qu'un petit pas dans la bonne direction. » Isolde pensa à son père, comme il avait été soulagé de connaître finalement la vérité. « Mon père n'a pas encaissé le chèque, dit-elle. Il dit que ce n'est pas une question d'argent. Il s'agit de la vérité. » Klaus hocha la tête avec compréhension. Bien sûr, le chèque n'était qu'un symbole. Ce qu'il mérite vraiment, c'est des excuses publiques, une restauration de sa réputation. « Et qu'en est-il de toi ?» demanda Isolde, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Que veux-tu, Klaus ?» Il la regarda directement, ses yeux bleus intenses et vulnérables à la fois. « Je veux apprendre à te connaître, Isolde. Vraiment te connaître, sans secret, sans arrière-pensée. Je veux savoir si ce que je ressens pour toi a une chance, malgré tout ce qui se dresse entre nos familles. » L'honnêteté de ces mots toucha quelque chose en elle. Malgré toute raison, tous les avertissements de sa famille, elle ne pouvait nier qu'il y avait quelque chose entre eux, une connexion qui devenait plus forte, plus ils passaient de temps ensemble. « Ce ne sera pas facile, » avertit-elle. « Ma famille, ils auront besoin de temps. »« Je sais, » répondit-il avec un sourire doux. « Je suis prêt à attendre, prêt à prouver chaque jour à nouveau que je suis sérieux. À propos de toi, à propos de faire amende honorable. » Isolde sentit le mur autour de son cœur commencer lentement à s'effriter. Elle ne savait pas si elle pouvait lui faire entièrement confiance, s'il grandirait jamais au-delà de l'ombre du passé. Mais elle voulait essayer. « Un pas à la fois, » dit-elle finalement et osa un petit sourire. « Peut-être pourrions-nous être partenaires à nouveau au prochain cours de danse ?» Le visage de Klaus s'illumina comme si quelqu'un avait allumé une lumière en lui. « Jen serait ravie, » dit-il, et tendit prudemment sa main. Après un moment d'hésitation, Isolde la prit, sentant la chaleur de sa peau contre la sienne. C'était un petit pas, une promesse fragile, mais c'était un commencement.
Ce qu'Isolde ne soupçonnait pas. Pendant qu'elle et Klaus commençaient prudemment à construire le pont entre leurs mondes, une tempête se préparait dans les coulisses. Le frère aîné de Klaus, Thomas, avait appris leur rencontre avec Isolde et était tout sauf ravi de la connexion possible à la famille Heisel et des documents que Klaus avait trouvés. Des documents qui pourraient incriminer non seulement son père, mais aussi lui-même. Les ombres du passé étaient loin d'être bannies, et bientôt elles s'immisceraient à nouveau dans les vies d'Isolde et Klaus, avec une force imprévue. Les semaines suivantes furent pour Isolde comme une danse sur de la glace mince, incertaine, excitante, et avec le danger constant de s'effondrer. Elle et Klaus commencèrent à se rencontrer régulièrement, faisant des pas prudents l'un vers l'autre. Ils allaient ensemble aux cours de danse, se rencontraient pour un café après le travail et faisaient des voyages occasionnels à la mer où tous deux pouvaient partager leur amour de l'eau. Isolde avait dit à sa famille sa décision de donner une chance à Klaus. Ses parents avaient réagi avec des sentiments mitigés. Son père réservé mais prêt à donner une chance à l'affaire. Sa mère clairement plus sceptique. « Et sois prudente, mon enfant », avait-elle averti. « Parfois, les pommes ne tombent pas loin de l'arbre. » Mais plus le temps passait, plus Isolde devenait certaine que Klaus était sincère. Il n'avait pas seulement offert des mots, mais avait aussi suivi avec des actions. Il avait confronté son père à l'hôpital avec les documents trouvés, et bien que Maximilian Glaser ait initialement réagi avec colère et rejet, il commença lentement à réaliser qu'il était temps d'admettre de vieilles erreurs. Par une soirée de printemps inhabituellement chaude, Isolde et Klaus étaient assis sur la terrasse d'un petit café au port de Kiel. Le soleil couchant baignait les voiliers et les ferries dans une lumière dorée, et l'eau scintillait comme du feu liquide. « Mon père veut rencontrer ton père », dit soudain Klaus, sa voix calme mais tendue. « Il est prêt à s'excuser, personnellement, et si ton père le souhaite, publiquement aussi. » Isolde le fixa, surprise par ce développement inattendu. « Tu es sérieux? Il ferait cela ?» Klaus hocha la tête. Il n'est plus l'homme qu'il était autrefois. L'accident vasculaire cérébral l'a changé, l'a rendu plus réfléchi, et je crois que, au fond, la culpabilité l'a chargé toutes ces années. Isolde pensa à son propre père. Comment il avait souffert sous le poids de fausses accusations, comment il avait été forcé de reconstruire sa vie. Des excuses personnelles de Maximilian Glaser ne lui rendraient peut-être pas les années perdues, mais elles pourraient l'aider à enfin trouver la paix. « Je vais lui parler », promit-elle. Klaus posa sa main sur la sienne, un signe de gratitude. Ces dernières semaines, leur contact avait évolué d'accidentel à intentionnel, de petits gestes d'affection qui devenaient plus familiers chaque jour. « Cela signifie beaucoup pour moi que tu fasses cela, » dit-il doucement. « Que tu sois prête à construire ce pont. » Elle sourit, appréciant la chaleur de sa main sur la sienne. C'est la bonne chose à faire. Quand elle rentra chez elle plus tard dans la soirée, elle trouva son père seul dans le salon, absorbé dans un livre. Elle s'assit avec lui et lui parla de la proposition de Klaus. Herbert Heisel écouta silencieusement, son visage impénétrable. « Qu'en penses-tu » demanda finalement Isolde. Son père mit de côté son livre et la regarda longuement. « Tu sais, » commença-t-il lentement, « en tant que jeune homme, j'étais si plein de colère envers Maximilien. J'aille porter cette colère avec moi pendant des décennies, comme une pierre lourde dans ma poitrine. » Il fit une pause. « Mais maintenant je suis fatigué, Isolde. Fatigué de la haine, fatigué du ressentiment. » Il prit sa main et la pressa doucement. « Si Maximilian Glaser est prêt à me regarder dans les yeux et à reconnaître la vérité, alors je suis prêt à l'écouter. » Les larmes montèrent aux yeux d'Isolde. Elle ne s'était pas attendue à ce que son père accepte si facilement. « Tu es une meilleure personne que je ne pourrai jamais être, papa. » Il sourit avec fatigue. « Pas meilleur, juste plus âgé et j'espère un peu plus sage. La foi nous enseigne le pardon, n'est-ce pas ?» La rencontre fut arrangée pour la semaine suivante dans une salle privée d'un restaurant haut de gamme du centre-ville de Kiel. Isolde accompagna son père, tandis que Klaus
escortait son père, qui avait depuis été libéré de l'hôpital, mais avait encore besoin d'une canne. La première rencontre entre les deux hommes fut marquée par un mélange étrange de tension et de mélancolie. Ils s'étudièrent mutuellement, deux adversaires âgés dont la bataille était loin dans le passé. « Herbert, » dit Maximilien. Glaser, sa voix plus fragile qu'avant. « Merci d'être venu. »« Maximilien, » répondit M. Heisel avec un hochement de tête brusque. Ils s'assirent, les deux vieux rivaux face à face, leurs enfants l'un à côté de l'autre, comme un pont symbolique entre les familles. Klaus et Isolde échangèrent un regard nerveux, tous deux incertains de comment la conversation se déroulerait. « Je ne sais pas par où commencer », commença Maximilien après un long moment de silence. « Peut-être par le fait que j'étais un lâche avide et ambitieux qui a vu une opportunité et l'a saisie sans penser aux conséquences. » Herbert resta silencieux, laissant l'autre homme parler. « Ce que je t'ai fait, à toi et à ta famille, était impardonnable, » continua Maximilien. « Je t'ai trahi, t'ai poussé hors de notre entreprise commune et ruiné ta réputation. Et puis j'ai profité du succès sans jamais regarder en arrière. » Il prit une respiration tremblante. « Je ne peux pas remonter le temps, Herbert. Je ne peux pas te rendre les années que tu as perdues dans la lutte. Mais je peux dire la vérité, ici et maintenant. Et je suis prêt à la dire publiquement aussi, devant la presse, devant le tribunal, devant qui tu voudras. » Une seule larme roula sur la joue de Maximilien, et Isolde fut surprise de voir de véritables remords dans les yeux du vieil homme. Herbert Heisel resta immobile, les mains jointes, puis après une éternité qui en réalité ne dura que des secondes, il hocha lentement la tête. « Je te crois, Maximilien, et j'accepte tes excuses. » La tension dans la pièce se dissolut visiblement. Ils commandèrent de la nourriture, du vin fut servi, et graduellement une conversation se développa entre les deux hommes, d'abord hésitante, puis de plus en plus détendue, alors qu'ils commençaient à échanger des souvenirs. De leurs premiers jours comme partenaires, des espoirs et des rêves qu'ils avaient autrefois partagés. Isolde regarda son père avec un sentiment d'admiration profonde. Sa capacité à pardonner, après toute la souffrance qui lui avait été infligée, la touchait profondément. Elle sentit la main de Klaus sous la table, cherchant la sienne, et elle entremêla ses doigts avec les siens, une promesse silencieuse qu'ils marcheraient ensemble sur ce chemin. Alors que le repas touchait à sa fin, Maximilien Glaser s'éclaircit la gorge. « Il y a autre chose que je veux aborder, » dit-il, son regard se dirigeant vers Klaus et Isolde. « Mon fils m'a dit que vous deux aviez vous rapproché l'un de l'autre. » Isolde sentit ses joues rougir. Elle et Klaus n'avaient pas caché leur relation grandissante à leur famille, mais l'entendre aborder si directement la fit soudain se sentir très exposée. « C'est vrai, » confirma Klaus, sa voix ferme. Maximilien hocha lentement la tête. « Je dois admettre, j'étais initialement troublé. Mais maintenant, » il sourit, un sourire authentique, bien que fatigué. « Maintenant, je pense que cela pourrait être la meilleure chose qui puisse arriver à nos familles. Une chance de vraiment guérir de vieilles blessures. » Herbert regarda sa fille d'un air scrutateur. Isolde a sa propre tête. Elle a toujours su ce qu'elle voulait, et je fais confiance à son jugement. Il se tourna vers Klaus. Si elle voit quelque chose de spécial en toi, alors, eh bien, alors je suppose que c'est cela. Ce n'était pas une bénédiction effusive, mais c'était un commencement, une acceptation hésitante qui signifiait plus que les deux pères ne le réalisèrent peut-être. Après le repas, leurs chemins se séparèrent, Herbert et Isolde. Vers leur appartement modeste, Maximilien et Klaus vers leur villa en périphérie de la ville. Alors que Klaus embrassait Isolde pour lui dire au revoir, il murmura à son oreille « Ce n'est que le commencement. Je te promets, nous aurons un avenir où le passé ne projette plus d'ombre sur nous. » Elle aurait aimé pouvoir partager son optimisme. Mais sur le chemin du retour, Isolde ne put s'empêcher de se demander si cela pouvait vraiment être si simple. Les blessures de 30 ans d'inimitié pourraient-elles vraiment être guéries par un seul dîner, des excuses? Ce qu'elle ne savait pas,
Pendant qu'elle et son père parlaient de la rencontre, une confrontation complètement différente avait lieu dans la villa Glaser. Thomas Glaser, le frère aîné de Klaus, attendait le retour de son père et de son frère, son visage un masque de colère froide. « Qu'as-tu fait » confronta-t-il son père dès qu'il franchit la porte. « Tu t'es excusé auprès d'Herbert Eisele. As-tu perdu la raison ?» Maximilien, épuisé par la soirée émotionnelle, s'effondra dans un fauteuil. C'était la bonne chose à faire, Thomas. Après toutes ces années, il était temps de dire la vérité. Le regard de Thomas se dirigea vers Klaus, plein de reproches. « Cesse ton travail, n'est-ce pas? Toi et ta nouvelle petite amie, la fille Eisele. » Klaus fit un pas en avant, protecteur. Il ne s'agit pas d'Isolde, il s'agit de corriger une vieille erreur. Thomas rit amèrement. Corriger une erreur? Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. Les documents que tu as trouvés, ils ne sont que la pointe de l'iceberg. Il se pencha en avant, sa voix maintenant dangereusement silencieuse. Il y a plus, Klaus, des choses que tu ne sais pas, des choses qui pourraient ruiner notre entreprise, notre famille, si elle venait en la lumière. Un silence omineux se répandit dans la pièce. Maximilien devint pâle, ses mains tremblant plus que d'habitude. « De quoi parles-tu » demanda Klaus lentement, un soupçon grandissant que l'abîme du passé était plus profond qu'il ne l'avait soupçonné. Les lèvres de Thomas se tordirent en un sourire sans humour. « Tu penses connaître toute l'histoire? Tu n'as aucune idée, petit frère, aucune idée de ce que notre père et moi étions prêts à faire pour construire cet empire. » À ce moment, Klaus sentit que la paix qu'ils avaient cru faire ce soir-là n'était qu'une illusion. La vraie bataille pour le passé et l'avenir des familles Glaser et Eisele venait juste de commencer. Mai passa en juin, et avec le temps plus chaud, la relation d'Isolde et Klaus sembla s'épanouir aussi. Malgré les préoccupations initiales de leur famille, leurs rencontres devinrent plus fréquentes, leurs conversations plus profondes, leurs contacts plus intimes. Ils découvrirent des passions partagées, non seulement pour la mer et la danse, mais aussi pour les films, pour de longues promenades sur la plage, pour de profondes conversations sur les livres et les rêves. Isolde trouva en Klaus quelqu'un qui la voyait vraiment, qui admirait ses forces et acceptait ses insécurités. Et Klaus sembla trouver en Isolde une contrepartie qui l'aidait à être la personne qu'il voulait être, pas celle que sa famille avait eu fait de lui. Un soir, après une longue journée au magasin, Isolde rentra chez elle pour trouver un message de Klaus. « Retrouve-moi à 20h au port de Plaisance. Habille-toi chaudement. » L'invitation mystérieuse fit battre son cœur plus vite. Quand elle arriva au port, Klaus l'attendait déjà, un sourire chaleureux sur son visage. Il la mena à son bateau, le Windgeist, qui avait été décoré, ça pour l'occasion, avec des guirlandes lumineuses et une petite table dans le cockpit. « Quelle est l'occasion » demanda Isolde, touchée par son effort. « 2 mois, répondit-il simplement. « Depuis le cours de danse, depuis que j'aille vraiment y appris à te connaître, ce fut une soirée parfaite. » Ils naviguèrent le long de la côte, mangèrent le panier de pique-nique gastronomique que Klaus avait préparé et finalement jetèrent l'ancre dans une baie isolée, loin des lumières de la ville. Au-dessus, d'eux s'étendait un ciel plein d'étoiles. En dessous d'eux, le doux balancement de l'eau. « C'est si paisible ici », dit Isolde doucement, blottie dans les bras de Klaus, une couverture sur leurs jambes. « Oui », convint-il, son souffle chaud à son oreille. « Ici, tout le reste semble si loin, toutes les complications, le passé. » Sa voix s'estompa, et Isolde sentit que quelque chose le troublait. Elle se tourna dans ses bras pour voir son visage. « Qu'est-ce qui ne va pas, Klaus? Tu es si absent parfois ce soir. » Il soupira et la serra plus près. « Ce n'est rien, juste des affaires de famille. Thomas cause des problèmes. » Depuis le dîner avec leur père, Isolde n'avait rencontré brièvement le frère de Klaus qu'une seule fois, et l'impression n'avait pas été positive. Thomas Glaser était un homme calculateur, avec des yeux perçants et un sens des affaires encore plus perçant. Il lui avait à peine accordé un regard et n'avait parlé à Klaus que d'affaires.
Quel genre de problème demanda-t-elle doucement. Klaus secoua la tête. Il est en colère à propos de la réconciliation avec ton père. Il voit cela comme de la faiblesse, comme une menace pour l'entreprise. Isolde fronça les sourcils. Pourquoi des excuses menaceraient-elles l'entreprise? Klaus hésita, comme s'il luttait avec lui-même. Thomas a fait des allusions à propos d'autres choses qui se sont passées dans le passé, des choses qui vont au-delà de ce que mon père a fait au tien. Un frisson froid parcourut le dos d'Isolde, malgré la chaleur de la couverture et des bras de Klaus. Quel genre de choses? Je ne sais pas exactement, admit-il. Il refuse de donner des détails. Mais quoi que ce soit, cela lui fait assez peur pour menacer. Pour menacer? Demanda Isolde alarmée. Klaus t'a-t-il menacé? Le visage de Klaus se durcit. Pas moi, toi. Le cœur d'Isolde manqua un battement. Moi? Mais pourquoi? Je ne lui ai rien fait. Ce n'est pas personnel, expliqua Klaus, sa voix maintenant tendue. Il s'agit de ce que tu représentes, la connexion à ta famille, la possibilité que plus du passé vienne à la lumière. Il prit son visage dans ses mains. Je ne permettrai jamais qu'il te fasse du mal, Isolde. Jamais. L'intensité. Dans ses yeux la fit frissonner. Je n'ai pas peur de ton frère, dit-elle courageusement, bien que la vérité semblait différente. Klaus l'embrassa doucement. Je le sais. Tu es la personne la plus courageuse que je connaisse. Mais Thomas, il est dangereux d'une façon que tu ne comprends pas. Il a des connexions, de l'influence. Il fit une pause. C'est pourquoi j'ai pris une décision. Isolde sentit son estomac se contracter. Quel genre de décision? Je quitte l'entreprise. Familiale, dit-il avec une détermination qu'elle n'avait jamais entendue chez lui auparavant. Je l'ai dit à mon père ce matin, je vais vendre ma part et construire quelque chose à moi, quelque chose qui n'est pas chargé par le passé. Isolde le fixa incrédule. Mais l'entreprise est ton héritage, ton avenir. Tu as travaillé vers cela pendant des années. Klaus secoua la tête. Non, Isolde, tu es mon avenir. Il prit une profonde respiration. Je t'aime. Je pense que je t'aime depuis le premier moment où je t'ai vu sous la pluie. Comment tu t'es arrêté pour aider un étranger? Les mots la frappèrent comme une vague chaude et accablante. Elle avait su que leurs sentiments l'un pour l'autre étaient profonds, mais les entendre si clairement et sans équivoque prononcés lui coupa le souffle. « Je t'aime aussi », murmura-t-elle, surprise de voir comme les mots venaient facilement. Sur ses lèvres, comme il semblait vrai. Il l'embrassa à nouveau, cette fois plus profondément, une fusion de cœur et d'espoir. Quand ils se séparèrent finalement, tous deux essoufflés, il posa son front contre le sien. « Ce ne sera pas facile », avertit-il. « Thomas n'abandonnera pas sans se battre, mais ensemble, nous pouvons résister à tout. » À ce moment, sous le ciel étoilé, sur le bateau qui se balançait doucement, Isolde le crut. Elle croyait que leur amour était assez fort pour surmonter n'importe quel obstacle, pour révéler n'importe quel secret et survivre. Mais le destin avait d'autres plans. Le lendemain matin, Isolde se réveilla par des coups violents à la porte de l'appartement. Endormie et confuse, elle enfila sa robe de chambre et ouvrit, seulement pour se trouver face à deux officiers de police. Mademoiselle Heisel ?» demanda l'aîné des deux. « Nous devons vous parler de Klaus Glaser. » Le sang d'Isolde se figea dans ses veines. Que s'est-il passé? Est-il blessé? Les deux officiers échangèrent un regard. « Non, mademoiselle. Monsieur Glaser a été arrêté tôt ce matin, sous suspicion de fraude et de détournement de fonds en relation avec l'entreprise familiale. » Le monde autour d'Isolde commença à tourner. Cela ne peut pas être. Il doit y avoir une erreur. Les accusations viennent de son frère, Thomas Glaser, expliqua l'officier. Il a présenté des preuves suggérant que Klaus détournait des fonds de l'entreprise depuis des années. Isolde secoua la tête incrédule. C'est absurde. Klaus ne ferait jamais une telle chose. Il est la personne la plus honnête que je connaisse. Les officiers restèrent impassibles. Nous devons vous poser quelques questions, mademoiselle Heisel. Il y a des indications que vous pourriez être impliquée dans l'affaire. À ce moment,
Son père apparut derrière elle, sa voix calme, mais ferme. « Ma fille ne répondra à aucune question sans un avocat à ses côtés. Si vous avez des questions, vous pouvez contacter notre conseil juridique. » Les jours suivants se brouillèrent en un cauchemar d'interrogatoires de police, de rapports de journaux et de tentatives désespérées pour joindre Klaus. Les accusations contre lui étaient sérieuses. Soi-disant, il avait siphonné des millions de l'entreprise familiale pour démarrer sa propre entreprise et avait essayé de détruire des documents. Incriminant. Isolde savait que cela ne pouvait pas être vrai. Klaus lui avait ouvert son cœur, lui avait confié ses doutes, ses espoirs, ses plans pour l'avenir. Il n'était pas un fraudeur, pas un voleur. Après 3 jours sans contact, elle reçut finalement un bref appel de lui. Sa voix semblait fatiguée mais déterminée. « Isolde, écoute-moi, dit-il urgemment. Je n'ai rien fait. Thomas m'a tout mis sur le dos parce qu'il a peur que je découvre la vraie histoire, que lui et Père n'ont pas seulement trahi ton père, mais ont fait des affaires avec de faux rapports environnementaux pendant des années. Ils ont contaminé les eaux souterraines, manipulé les tests de sol. Des gens sont tombés malades, Isolde. Mon Dieu, murmura-t-elle horrifiée. Comment le sais-tu? J'aille trouver plus de documents peu avant que Thomas me dénonce. Écoute, ils sont dans mon appartement, dans un coffre-fort derrière la bibliothèque dans mon bureau. Le code est 2910, la date de notre première rencontre. Tu dois les récupérer avant que Thomas les trouve. La connexion fut coupée et Isolde fixa son téléphone, le cœur battant jusqu'à la gorge. Et maintenant, les accusations que Klaus avait soulevées étaient sérieuses. Pollution environnementale, fraude, possiblement même des dommages à la santé des gens. Si c'était vrai, c'était bien plus qu'une dispute familiale ou une vieille rivalité d'affaires. Elle savait ce qu'elle devait faire. Elle devait trouver les documents avant que Thomas puisse les détruire. Mais comment devrait-elle entrer dans l'appartement de Klaus? La villa Glaser était sûrement gardée, surtout maintenant, après l'arrestation de Klaus. Isolde avait besoin d'aide, et elle savait exactement vers qui se tourner. Elle appela son frère Victor, l'officier de pompiers. Il avait toujours été le pratique dans la famille, celui qui gardait la tête froide dans une crise. « Endor, tu veux t'introduire dans la villa d'un millionnaire dont le fils a été arrêté pour voler des documents ?» résuma Victor après qu'elle lui eut expliqué la situation. « C'est de la folie, Isolde. Ce n'est pas une effraction, se défendit-elle. Klaus m'a donné le code, et il ne s'agit pas seulement de lui et moi. Si ce qu'il dit est vrai, alors les Glaser ont sciemment empoisonné l'environnement, mis des gens en danger. » Victor soupira lourdement. « Tu sais qu'en tant que pompier et fonctionnaire, je ne peux pas soutenir une telle chose. » « Je sais, dit-elle doucement. Je n'aurais pas dû demander. » Une longue pause suivit. Puis, « Quand veux-tu le faire ?» Au nez, le cœur d'Isolde fit un bond. Ce soir, Thomas sera au bureau pendant la journée, et selon Klaus, la gouvernante Martha ne travaille que jusqu'à 18 heures. « Je ne peux pas venir avec toi, avertit Victor, mais je peux être à proximité au cas où quelque chose tourne mal. Et je connais quelqu'un qui peut nous aider avec la surveillance. » Ainsi, il arriva qu'Isolde se retrouva à 20 heures dans la voiture de Victor, en route vers le domaine Glaser. Son frère avait amené un ami, un expert informatique qui pouvait temporairement désactiver les systèmes de sécurité de la villa. « Tu as 10 minutes, expliqua l'homme en tapant sur son ordinateur portable. Je ne peux pas éteindre les caméras plus longtemps sans éveiller les soupçons. Isolde hocha la tête, sa bouche sèche de nervosité. Elle sortit de la voiture, traversa rapidement la pelouse et atteignit une porte latérale que Klaus avait dit être rarement utilisée. Avec des doigts tremblants, elle entra le code qu'il lui avait donné pour la serrure électronique. La porte s'ouvrit silencieusement. Isolde se glissa à l'intérieur et se trouva dans un couloir sombre. Elle connaissait la disposition de la villa grâce aux descriptions de Klaus et se dirigea résolument vers son bureau. La pièce était exactement comme il l'avait décrite, confortable, avec des bibliothèques sur les murs, un grand bureau et une fenêtre donnant sur le jardin.
Isolde alla à la bibliothèque du milieu et la poussa de côté, comme Klaus le lui avait expliqué. Derrière elle apparut un petit coffre-fort. Avec le cœur battant, elle entra le code 2910. Un clic doux et la porte s'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une enveloppe brune. Isolde la saisit et l'ouvrit brièvement pour vérifier le contenu. Des documents, des photos, des clés USB. Exactement ce que Klaus avait décrit. Elle mit l'enveloppe dans sa veste et était sur le point de fermer le coffre-fort quand elle entendit un bruit, des pas dans le couloir. Paniquée, elle chercha une cachette, mais il était trop tard. La porte s'ouvrit et Thomas Glaser se tenait dans l'embrasure, son visage un masque de colère froide. « Isolde Eisel », dit-il, sa voix dangereusement calme. « J'avais le sentiment que Klaus essaierait de te contacter. Comme je vois, j'avais raison. » Isolde recula, l'enveloppe protégée sous sa veste. « Ce que vous avez fait à votre frère est abominable, » dit-elle avec plus de courage qu'elle ne ressentait. « Il n'a rien volé. Vous l'avez piégé parce qu'il a découvert la vérité sur vos crimes environnementaux. » Le sourire de Thomas devint plus froid. « Crimes environnementaux, c'est ce qu'il t'a dit ?» Il fit un pas plus près. « Donne-moi l'enveloppe, Isolde. Quoique mon petit frère confus t'ait dit, ce n'est pas vrai. Il a besoin d'aide psychologique. Il est obsédé par l'idée de ruiner l'entreprise depuis qu'il a découvert comment père a trahi ton père. » Isolde secoua résolument la tête. « Je ne te crois pas. Klaus ne me mentirait pas. » Thomas soupira théâtralement. « L'amour rend aveugle, n'est-ce pas? T'a-t-il dit qu'il t'observait depuis longtemps avant qu'il te rencontre accidentellement sous la pluie? T'a-t-il dit qu'il avait engagé un détective privé pour tout découvrir sur toi? Tes habitudes, tes préférences, tes faiblesses ?» Un frisson glacé parcourut le dos d'Isolde. « Ce n'est pas vrai. » « Non ?» Thomas sortit un téléphone de sa poche et lui montra des photos, des images d'elle quittant son magasin, marchant sur la plage, assise dans un café, des images qui avaient été prises à distance, sans qu'elle le sache. C'est de l'obsession, Isolde, pas de l'amour. Le doute la rongea, mais elle le repoussa résolument. Même si c'est vrai, et Jane doute, cela ne change rien au fait dans ces documents. Elle fit un pas vers la porte, mais Thomas bloqua son chemin. « Ces documents ne vont nulle part, » dit-il froidement. « Et, franchement, toi non plus. » Le battement de cœur d'Isolde s'arrêta un moment. Elle reconnut la menace dans ses mots, le danger dans ses yeux. À ce moment, elle regretta de ne pas avoir demandé à Victor de venir avec elle. Mais avant que Thomas puisse agir, un bruit fort retentit du rez-de-chaussée, suivi de voix et de pas lourds. Thomas se tourna brusquement, un juron sur les lèvres. « Ce sera la police !» dit Isolde, soudain remplie de nouvel espoir. Victor les a appelés quand nos 10 minutes ont été écoulées et que je ne suis pas revenu. Le visage de Thomas se tordit de colère. Pendant un moment, Isolde pensa qu'il l'attaquerait quand même. Mais alors il courut vers la fenêtre, l'ouvrit et sauta dans le jardin. Quelques secondes plus tard, 2 officiers de police en uniforme se précipitèrent dans la pièce, suivis de Victor, dont le visage était marqué par l'inquiétude. « Isolde, Dieu merci !» cria-t-il, et l'embrassa fermement. « Quand tu n'es pas revenu, j'ai appelé la police. »« Thomas !» halta-t-elle, pointant vers la fenêtre ouverte. « Il s'est enfui. Il a essayé de m'arrêter. » Les officiers se précipitèrent vers la fenêtre, mais Thomas avait déjà disparu. Un des policiers parla dans sa radio, demandant des renforts, tandis que l'autre interrogeait Isolde. Elle leur raconta tout, l'appel de Klaus, les documents, les menaces de Thomas. Hésitante, elle remit l'enveloppe, sachant que c'était maintenant une preuve. Dans les heures suivantes, les événements se déroulèrent rapidement. Les documents furent examinés et trouvés authentiques. Ils contenaient des rapports détaillés sur de fausses évaluations environnementales, des résultats de tests manipulés et une liste d'endroits où les stations-service Glaser avaient contaminé les eaux souterraines. Il y avait même de la
Correspondance entre Thomas et divers officiels qui avaient été soudoyés pour détourner le regard. Les preuves étaient accablantes. Klaus fut libéré de détention tandis que la police recherchait maintenant Thomas qui avait apparemment quitté le pays. Maximilian Glaser, affaibli par son récent accident vasculaire cérébral, coopéra pleinement avec les autorités et semblait aussi choqué par l'ampleur des crimes que tout le monde. Dans la soirée, après que Klaus eut été libéré, ils se rencontrèrent dans l'appartement d'Isolde. Il avait l'air épuisé, avec des cernes sous les yeux et pas rasé, mais son visage s'illumina quand il la vit. « Isolde, murmura-t-il, et la tira dans une étreinte serrée. « Tu es incroyable. Tu as tout risqué pour moi. » Elle se recula pour regarder son visage. « Thomas m'a montré des photos. Des photos de moi que tu avais apparemment fait prendre avant que nous nous rencontrions. » Klaus ferma brièvement les yeux, la honte couvrant son visage. « C'est vrai, admit-il, après avoir trouvé les premiers documents qui innocentaient. Ton père, j'étais curieux, je voulais savoir qui était la famille que mon père avait trahie. J'ai engagé un détective privé pour rassembler des informations sur toi et ta famille. » Il prit une profonde respiration. « C'était mal, Isolde. J'aurais dû te le dire. » Isolde le regarda longuement, cherchant la vérité dans ses yeux. « Est-ce que quelque chose de ce qui s'est passé entre nous avait à voir avec ces informations? Les as-tu utilisées pour te présenter comme quelqu'un qui m'intéresserait ?» Klaus secoua décisivement la tête. « Non, quand je t'ai rencontré sous la pluie, j'avais déjà décidé que je ne voulais plus rien avoir à faire avec la surveillance. C'était troublant, intrusif. J'avais renvoyé le détective 2 semaines avant. » Il prit ses mains dans les siennes. « Tout ce qui s'est passé entre nous était réel, Isolde. Chaque mot, chaque sentiment. » Elle voulait le croire. Au fond de son cœur, elle le faisait. Mais les révélations des derniers jours l'avaient rendue plus prudente, plus méfiante. « J'ai besoin de temps, Klaus, » dit-elle doucement. « Du temps pour réfléchir à tout cela, pour le traiter. » La douleur scintilla dans ses yeux, mais il hocha la tête avec compréhension. « Bien sûr, je comprends cela. » Il pressa doucement ses mains. « J'attendrai, Isolde, aussi longtemps que nécessaire. » Les semaines suivantes furent une période de guérison et de réflexion pour les 2 familles. Les révélations sur la pollution environnementale menèrent à une enquête complète de la corporation Glaser. Maximilian démissionna de son poste de PDG et remit le contrôle à une équipe de direction indépendante chargée de réhabiliter l'entreprise et de réparer les dommages environnementaux causés. Herbert Eisele reçut des excuses formelles et publiques et une compensation financière généreuse pour l'injustice qui lui avait été faite il y a 30 ans. Mais pour lui, la restauration de sa réputation et la confirmation qu'il avait toujours dit la vérité valaient plus que tout argent. Thomas resta introuvable, présumé quelque part en Amérique du Sud, hors de portée de la justice allemande. Mais ses comptes bancaires furent gelés, ses biens saisis. Isolde et Klaus restèrent en contact, mais leur relation était entrée dans une sorte d'état d'attente. Ils se rencontraient occasionnellement pour un café ou une promenade, parlaient de choses superficielles, évitaient les questions plus profondes qui se dressaient entre eux. Un jour, presque 3 mois après la fuite de Thomas, Isolde reçut une visite inattendue dans son magasin. Martha, la gouvernante de longue date des Glaser, se tenait devant elle, une dame âgée, digne, avec des cheveux gris acier et une posture droite. « Mademoiselle Eisele » salua-t-elle avec un léger hochement de tête. « J'espère que je ne dérange pas. »« Pas du tout, » répondit Isolde avec surprise. « Comment puis-je vous aider ?» Martha sortit une enveloppe de son sac à main. « Je suis venue pour vous donner ceci. Cela appartenait à la mère de Klaus, et je pense que vous devriez l'avoir. » Confuse, Isolde prit l'enveloppe. Elle contenait une vieille photo. Elle montrait 2 jeunes femmes, bras dessus, bras dessous, riant vers l'appareil photo. Avec un choc, Isolde reconnut sa propre mère, Greta, clairement plus jeune mais reconnaissable. L'autre femme devait être Hélène Glaser, la mère de Klaus. Elle se connaissait
demanda Isolde incrédule. Martha hocha la tête. Elles étaient meilleures amies à l'université, bien avant que vos pères deviennent partenaires d'affaires. Quand la dispute éclata, Maximilien força Hélène à rompre le contact. Cela lui brisa le cœur. La vieille dame soupira. Elle n'a jamais oublié votre mère. Sur son lit de mort, elle parlait d'elle, souhaitait avoir eu le courage de tenir tête à son mari. Isolde fixa la photo, les larmes montant aux yeux. Ma mère n'a jamais mentionné qu'elle connaissait Hélène. Parfois, il est plus facile d'enterrer certains souvenirs, dit Martha doucement. Mais je pensais que vous devriez le savoir. Peut-être est-ce un signe que la connexion entre vos familles ne consiste pas seulement en fraude et amertume. Quand Martha fut partie, Isolde se précipita chez elle et montra la photo à sa mère. Greta éclata en sanglots quand elle la vit et raconta à Isolde l'histoire de son amitié avec Hélène, comment elles s'étaient rencontrées, comme elles avaient été proches, comme la rupture avait été douloureuse. « Je n'ai jamais cessé de penser à elle », avoua Greta. « Quand j'ai appris qu'elle était morte, je n'ai même pas pu aller aux funérailles. » Cette nuit-là, Isolde resta éveillée, pensant au chemin enchevêtré qui reliait sa famille aux Glaser. Amitié, trahison, amour, haine, tout était entremêlé dans un motif complexe qui s'étendait sur des décennies. Le lendemain matin, elle prit une décision. Elle rencontrerait Klaus, l'écouterait. Pas pour ses excuses, mais pour elle-même. Pour comprendre si ce qu'elle ressentait pour lui était assez fort pour surmonter les ombres du passé. Elle l'appela et arrangea de le rencontrer le dimanche suivant, après le service religieux à la plage où ils avaient navigué. Pour la première fois, il l'attendait déjà, son visage plein d'espoir mais réservé. Le soleil faisait scintiller ses cheveux sombres d'or et le vent les ébouriffait légèrement. Sans un mot, Isolde lui tendit la photo de leur mère. Klaus la fixa longuement, la reconnaissance et l'émerveillement se répandant sur son visage. Elles étaient amies, dit-il doucement. Isolde hocha la tête. Meilleures amies, jusqu'à ce que nos pères se disputent. Martha m'a apporté la photo. Klaus leva les yeux, ses yeux pleins d'émotion. Qu'est-ce que cela signifie pour nous, Isolde? Elle s'approcha de lui, prit ses mains dans les siennes. Cela signifie que peut-être il y avait plus entre nos familles que juste les affaires et la fraude. Qu'il y avait de vrais liens, une vraie amitié. Elle capta son regard. Et cela signifie que je suis prête à recommencer à zéro, Klaus, avec toi, sans les ombres du passé. Son visage s'illumina comme le soleil perçant les nuages. Es-tu sûr? Je suis sûr, répondit-elle fermement. Je t'aime, Klaus Glaser, malgré tout, ou peut-être même à cause de tout ce que nous avons traversé. Il la tira dans ses bras, l'embrassa avec une intensité qui reflétait tout le désir et l'attente des derniers mois. Quand ils se séparèrent, tous deux, essoufflés et le cœur battant, il murmura contre ses lèvres « Je n'ai jamais cessé de t'aimer, Isolde, pas un jour, pas une heure. » Ce jour-là, ils commencèrent vraiment à nouveau, non pas comme Eisel et Glaser, héritiers d'une histoire de fraude et d'amertume, mais simplement comme Klaus et Isolde, deux personnes qui s'étaient trouvées malgré toutes les adversités. Épilogue. Le printemps à Kiel fut particulièrement beau cette année-là. Le soleil brillait chaudement du ciel. La mer Baltique scintillait comme si elle était parsemée de diamants, et partout les fleurs s'épanouissaient en couleurs vives. C'était comme si la nature elle-même voulait célébrer ce qui allait arriver, en cette journée de mai radieuse, un an après les événements turbulents qui avaient changé leur vie pour toujours. Dans la petite église près du port, où Isolde priait chaque dimanche, amis et familles se rassemblèrent. Les vieilles inimitiés étaient enterrées, de nouveaux liens s'étaient formés. Herbert et Greta Eisel étaient assis au premier rang, à côté de Maximilien Glaser, qui s'appuyait sur sa canne mais rayonnait de fierté. Martha, la gouvernante fidèle, était assise à côté de lui, son expression habituellement sévère, adoucie par un sourire rare. Quand l'orgue commença à jouer, toutes les têtes se tournèrent vers l'entrée de l'église.
Isolde se tenait là, une vision en blanc, sa robe simple et élégante, son visage rayonnant de bonheur. Son père lui offrit son bras, et ensemble, ils marchèrent dans l'allée vers Klaus, qui l'attendait à l'autel, son regard plein d'admiration et d'amour. La cérémonie fut émouvante dans sa simplicité. Ils échangèrent des bagues et des promesses, se jurèrent de fidélité et soutien mutuel, dans les bons comme dans les mauvais moments. Quand le prêtre les déclara mari et femme et qu'ils s'embrassèrent, la congrégation éclata en applaudissements jubilants. La célébration qui suivit eut lieu au Yacht Club de Kiel, où ils avaient eu autrefois leur premier vrai rendez-vous. Le Dwingeist, le bateau bien-aimé de Klaus, était festonné dans le port, prêt pour la lune de miel qu'il commencerait le lendemain. Un voyage en voilier le long de la côte, juste eux deux et la mer ouverte. Alors que le soleil se couchait et que les lumières de la ville se reflétaient dans l'eau, Isolde et Klaus se tenaient bras dessus, bras dessous sur la terrasse du club, regardant la baie. « Heureuse » demanda-t-il doucement, ses lèvres dans ses cheveux. « Complètement » répondit-elle, et c'était la vérité. L'année passée avait apporté beaucoup de changements. Isolde avait agrandi son magasin de jouets, soutenu par un petit capital de démarrage que Klaus avait investi en elle. Il avait lui-même terminé ses études et fondé une nouvelle entreprise qui se concentrait sur des solutions énergétiques respectueuses de l'environnement. Un contraste conscient avec l'héritage environnementalement nuisible de son père. Maximilien avait lentement retrouvé sa santé et consacrait maintenant son temps et sa richesse restante à des projets environnementaux, dans une tentative de réparer une partie des dommages que son entreprise avait causés. Thomas n'avait jamais été attrapé, mais ses crimes avaient été exposés, sa réputation ruinée. Herbert et Maximilian avaient trouvé une paix improbable, même une sorte d'amitié, construite sur le respect mutuel et l'amour partagé pour leurs enfants. Greta avait commencé à écrire un livre sur son amitié avec Hélène, sur la perte et la redécouverte, sur les cercles que la vie dessine parfois. Cette nuit-là, alors qu'ils étaient seuls dans leur nouvel appartement partagé, Klaus tint Isolde serrée dans ses bras, reconnaissant pour le miracle qui les avait réunis. Un hasard sous la pluie, un cours de danse, un vieux secret, et, maintenant, un avenir partagé. « Tu sais, » dit-il doucement, « parfois je pense que nos mères nous ont d'une certaine manière réunis, de là où elles sont maintenant. » Isolde sourit à cette pensée. C'était réconfortant de croire que quelque chose de plus grand avait été à l'œuvre, que de toute la douleur et la séparation, quelque chose de beau avait finalement émergé. « Je pense que tu as raison, » murmura-t-elle, et se blottit plus, auprès de lui. « Mais quoi que ce soit qui nous ait réunis, je suis simplement reconnaissante que nous nous soyons trouvés. » Dehors, la mer rugissait, un rythme éternel de flux et de reflux. À l'intérieur, dans la chaleur de leur étreinte, Isolde et Klaus avaient finalement trouvé leur port, l'un dans l'autre, malgré toutes les tempêtes qu'ils avaient traversées. Et s'il y avait quelque chose qu'ils avaient appris de leur histoire, c'était ceci. Parfois, les rencontres inattendues et les défis les plus difficiles nous mènent exactement là où nous devons être, vers les gens avec qui nous devons être, vers l'amour qui nous attend, même quand nous nous y attendons le moins.